Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss du 25 mars 2022. Les mois passent, les semaines passent, on est toujours un peu dans la même configuration à l'heure actuelle. Évidemment, je vous apprends rien en vous disant qu'on est toujours en train de se retrouver complètement coincé dans ces histoires de guerre, dans ces histoires d'inflation. Alors la bonne nouvelle, c'est que la semaine qui vient de s'écouler aura été plutôt positive pour le marché suisse, même carrément positive, puisque ces derniers temps, ça n'arrête pas de monter. C'est même assez enthousiasmant. C'est vrai qu'on a eu cette espèce de peur, panique, on a fait des extrêmes sur les marchés, on va le voir tout à l'heure sur les graphiques. Et puis finalement, on s'est calmé. On a trouvé des points de support qui ont été principalement drivés par les marchés américains, par les décisions de la Fed de nous donner un espèce de plan de marche pour les prochains mois, pour les prochains trimestres, même pour les prochaines années en fait, puisque maintenant la Fed a donné un plan de marche sur les 2 ans, en tout cas les 2 ans à venir. Même s'ils ne sont pas complètement d'accord sur tous les détails, ce qui nous rassure et ce qui a rassuré les marchés. Alors on ne va pas ramener ça au marché suisse uniquement, on ne va pas ramener ça au fait que la Suisse soit un marché défensif et que ce soit un marché où on est plutôt tranquille, mais on va simplement se dire que finalement, eh bien, on a suivi le reste des marchés et on s'est plutôt bien comporté puisque on a toujours un petit peu cette tendance dans les marchés compliqués et dans les marchés qui rebondissent surtout à être toujours un petit peu à la traîne. On a souvent les Allemands et les Français qui repartent beaucoup plus dynamiquement. Et puis nous, en Suisse, on se traîne derrière. C'est un peu la spécialité du marché suisse, c'est être toujours un petit peu en retrait, dans la hausse comme dans la baisse. On baisse moins fort, mais on remonte moins fort aussi. Mais cette fois, on est remonté assez bien, autant que les autres pratiquement. Donc c'était plutôt encourageant. Donc une relativement belle semaine sur le SMI. Il y a pas mal de belles performances sur les titres individuels. Mais de nouveau, on est vraiment très très concentré sur tout ce qui tourne autour évidemment de la guerre en Ukraine, des tensions par rapport à l'inflation, des décisions des banques centrales. Et donc on n'a pas appris grand chose dans tout ça. On est toujours vraiment très concentré là-dessus. Et puis on aimerait bien que ça revienne un petit peu au niveau fondamentaux, au niveau micro. J'en parle tout le temps dans les vidéos du Morning Bull le matin. J'aimerais bien qu'on puisse reparler de société, de résultats individuels, de vraies réflexions, de vrais investissements, parce qu'on a une thématique à jouer, parce qu'on a un avenir pour une société pour laquelle on a envie d'investir. Aujourd'hui, malheureusement, on peut avoir des super résultats et un titre qui se fait démonter, simplement parce que le marché se fait démonter, ou alors des résultats pourris, puis finalement, si tout le marché monte, eh bien le titre en question va se faire aspirer avec le reste pour monter aussi. Donc on voit un petit peu dans les graphiques, et on va en voir quelques-uns tout à l'heure, que finalement, on est toujours vraiment très très concentré sur les mêmes mouvements graphiques, les mêmes effets graphiques. Quand on voit les indicateurs techniques comme les MACD, les stochastiques, on voit que tout repart en même temps, il n'y a plus vraiment d'individualité, c'est vraiment un marché indiciel, c'est un marché algorithmique, c'est un marché drivé par les machines et qui est drivé également par tout ce qui est médias et tout ce qui est guerre en général. En gros, la Suisse va bien, comme le reste du monde, tout est remonté, on peut s'estimer très content de là où nous sommes, c'est vrai qu'on faisait moins les malins il y a quelques semaines en arrière, mais là, ça va mieux. On est un petit peu dans une phase de temporisation en cette fin de semaine. On sent qu'on ne sait plus trop s'il faut acheter, mais néanmoins, il y a quand même des graphiques qui avaient l'air où j'aurais eu envie de vous dire il y a 2 jours en arrière, peut-être qu'il faut commencer à shorter des boîtes comme Roche, des boîtes comme la Zurich. Mais finalement, on a quand même l'impression que ça tient et que ça ne veut pas non plus revenir en arrière. Alors évidemment que l'avenir de tout ça va se jouer sur la stabilisation des tensions militaires et puis une preuve qu'à un moment donné, l'inflation est maîtrisée. On va parler tout de suite de la BNS qui a publié ses chiffres, ses visions sur l'inflation. Alors je suis toujours ébahi par la capacité de ces maîtres de la finance, de ces économistes, des demi-dieux de la finance, on peut carrément dire comme ça, puisqu'ils arrivent déjà à nous dire ce que sera l'inflation cette année, l'année prochaine, et voire l'année d'après. Petit détour donc par la BNS, qui jeudi matin est venue nous annoncer qu'elle revoyait en fait ses stratégies, ses visions de l'inflation pour 2022, 23 et 24. Donc pour ce qui est de 2022, avant, on avait une inflation attendue en 2022 de 1%. C'est vrai que par rapport aux États-Unis qui sont au ciel, eh bien 1% c'était pas grand-chose. Alors la BNS a fait quelques corrections, sachant qu'on est encore loin derrière l'inflation qu'on peut retrouver en Europe. Et bien ils ont corrigé, on aura 2,1% d'inflation en 2022.
Alors on est fin mars, il reste encore 9 mois. On sait qu'ils ont tendance à corriger régulièrement les chiffres de l'inflation pour arriver finalement, ah ben c'est marrant, on a le même chiffre qu'on avait prévu. C'est clair que si vous modifiez les chiffres tous les 2 semaines pour arriver, pour affiner un petit peu, il y a de fortes chances que quand vous modifiez le chiffre le 25 décembre, il y a des chances que vous soyez quasiment juste avec le chiffre qui sortira le 31, le chiffre définitif. C'est de la caricature, mais disons qu'on voit toujours très très loin et on se dit, ah ouais, mais alors c'est formidable parce que ces gens-là, ils arrivent à savoir ce qui va se passer dans l'avenir, donc ils sont vraiment très très forts. Non, ils ne sont pas très très forts, ils ont des spreadsheets Excel qui corrigent au fur et à mesure pour essayer plus ou moins de faire des devinettes et d'être plus ou moins juste sur les attentes finales. Donc 2,1% d'inflation attendue en 2022. En 2023, on parle de 0,9% contre 0,6% attendu, donc on est monté de 0,3%. Franchement, j'ai envie de dire, si on se maintient à 0,9% en 2023, c'est génial. Et si on est toujours à 0,9% en 2023, comme ils avaient prévu maintenant, c'est qu'ils sont vraiment super forts. Ça veut dire qu'ils auront anticipé la fin de la guerre, le problème de shortage de matières premières qui va se régler, le pétrole qui va redescendre à $60 et que finalement on va arriver à un prix tout à fait normal, ou alors ils vont continuer à s'ajuster, puis finalement on va se retrouver ici dans cette même émission le 25 mars 2023, puis je vous dirai oui, la BNS a augmenté ses prévisions d'inflation pour 2023 de 0,9 à 2,5%. Et puis alors pour ceux qui ont des doutes pour savoir s'ils sont vraiment visionnaires, ils ont même annoncé le target d'inflation pour 2024, c'est 0,9%. Soit à ce niveau-là, on ne prend pas beaucoup de risques. Il y a de fortes chances que le patron de la BNS, de toute façon, ne sera plus là en 2024. Alors quoi qu'ils disent, de toute façon, ce n'est pas très important. Toujours est-il que la Suisse attend une augmentation de l'inflation là tout de suite. Ça aurait été étonnant qu'ils nous disent le contraire par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Pas besoin de vous citer les raisons pour lesquelles ils voient que l'inflation va monter. Tout est lié, bien évidemment, à la problématique du pétrole et de la guerre en Ukraine. Donc du coup, c'est assez simple, comme tout le monde. Inflation qui va augmenter et les problèmes qui vont continuer à venir. Mais bon, en Suisse, encore une fois, on est un petit peu sur notre îlot de protection et ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Et tout le monde il est beau, tout le monde il est content. La seule question que je me pose dans tout ça, c'est finalement comment est-ce que ces mecs-là, ils font leurs calculs. Est-ce que c'est du vaudou, des tarots, des cartes, des dés? Est-ce qu'ils lisent dans les entrailles d'un agneau décédé récemment? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils font des sacrifices d'animaux? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils sont en tout cas spectaculaires parce que vraiment cette capacité à venir prédire des chiffres qui vont être quand même super difficiles à prédire cette année et c'est vraiment très très fort. La BNS a également annoncé la croissance du PIB pour l'année à venir. Donc cette fois ils ont révisé à la baisse. On attendait 3% de croissance du PIB, on n'est plus qu'à 2,5%. Même raison qu'avant, donc là on n'a pas pinaillé, c'est la même histoire. On corrige, on affine pour être le plus juste possible à la fin de l'année pour rendre une copie impeccable en disant vous avez vu, on vous l'avait dit. Donc comme je vous le disais avant, eh bien, le SMI s'est très très bien comporté cette semaine. Rebond assez spectaculaire. On va rapidement faire le tour des graphiques du SMI et du SLI. On commence tout de suite. Alors voilà, on attaque directement avec notre indice vedette, le SMI, que l'on connaît tous très bien et par cœur. Donc comme vous le voyez depuis une bonne dizaine de jours, on est en train de vivre un rebond vraiment spectaculaire. On avait cette tendance baissière que vous voyez ici qui passe depuis les hauts 12 970 et qui descendait gentiment, qu'on a recassé à la hausse. Alors c'est très très positif ce qu'on est en train de faire ici. Vous voyez les flèches que j'avais tirées à l'époque, il fallait vraiment qu'on casse cette zone-là pour pouvoir retrouver un semblant d'enthousiasme. Maintenant, alors la grande question qu'il va falloir résoudre, la grosse équation, c'est de savoir si on va réussir à casser cette moyenne mobile qui passe par ici, la moyenne mobile des 200 jours, la moyenne mobile orange. Alors en Suisse, on est moins regardant là-dessus, mais aux États-Unis, ils sont vraiment très très concentrés par ces niveaux de moyenne mobile. Vous voyez que pour l'instant, on est en train de se bagarrer à ces niveaux-là. Il faudra vraiment qu'on clôture. J'ai envie de dire que le point positif qu'il faudra retenir sur le SMI, ce serait une clôture à la fin de la semaine, vendredi soir. Donc ce soir, il faudrait que le SMI termine en dessus des 12 250. Si on pouvait faire ça, ce serait vraiment spectaculaire. 12 200, on s'en contenterait. Ça voudrait dire qu'on ferait une clôture weekly nettement en dessus de la moyenne mobile des 200 jours et ce serait plutôt positif pour la semaine à venir. Évidemment, il faudra aussi que le reste des marchés continuent leur mouvement. Alors aujourd'hui, je vais faire une infraction à la loi du Swiss Bliss, mais je vais quand même vous montrer en rapide le S&P 500 qui lui aussi a cassé cette moyenne mobile des 200 jours, qui est aussi en train de se battre là-dessus, mais qui a aussi cassé sa tendance descendante, qui est plutôt encourageant. Il va falloir que là aussi on s'établisse en fin de semaine, donc ce soir, au-dessus des 4500, en tout cas à 4530, ça serait pas mal pour se donner un minimum, une marge de sécurité sur le S&P 500. Si on prend le SLI, alors le SLI aujourd'hui, le Swiss Leader Price, bon, c'est toujours un petit peu
le copier-coller des mouvements du SMI en plus volatile. On voit que finalement là aussi on a réussi à sortir de notre tendance baissière, on est sorti de ce grand canal baissier. Par contre là on est en train de se poser des questions avec la moyenne des 50 jours qui reste encore un peu le problème. Donc, comme c'est un peu plus volatile et un peu plus violent comme indice, eh bien les mouvements sont un petit peu retardés par rapport au SMI. Mais là aussi, là le prochain point clé, alors je pense pas que c'est pour cette semaine, mais il faudra qu'on clôture au-dessus des 1970 assez rapidement pour casser là aussi cette moyenne de 200 jours pour commencer à espérer construire quelque chose de plus positif dans ces prochains jours. Je vous montre là le graphique de la volatilité sur le SMI, donc un peu le même principe que le VIX aux États-Unis. Vous voyez là que sur le VSMI, eh bien, la vol est bien descendu ces derniers temps. On est revenu se poser sur la moyenne mobile des 200 jours sur la vol. Alors bon, les moyennes mobiles et les points de support sur les indices de volatilité, c'est toujours très relatif. Et j'avoue que je ne suis pas un immense fan. Mais en tous les cas, on voit finalement qu'on revient dans les bas du range. Donc là, il faut s'attendre de nouveau à un peu plus de volatilité. Ça correspond aussi finalement à ce qu'on a déjà vu sur le SMI. On voit que finalement, vous voyez que les stochastiques ici qu'on retrouve en bas sont très hauts. Et en général, on arrive, il y a des périodes où on reste très haut et on continue de monter, comme on le voit entre octobre et décembre 2021. On a eu des stochastiques qui sont restés pendus au ciel et un marché qui a continué de monter. Pour l'instant, on est un peu dans cette phase d'hésitation, donc ce sera vraiment des choses qu'il va falloir surveiller ces prochains jours. Parlons maintenant de quelques titres individuels. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par une small cap, c'est Tsu Rosé. Alors Tsu Rosé, vous connaissez, c'est la pharmacie, c'est les spécialistes de la pharmacie online qui ont eu pas mal de problèmes par rapport à des développements du business et des ordonnances online en Allemagne cette année. Donc c'était une des stars il y a grosso modo un an, un peu quand tous ces tech stocks hyper modernes étaient très recherchés. Tsu Rosé avait cartonné, on était monté jusqu'à plus de 400 francs suisses. Et puis en plus, à un moment donné, c'était même un meme stock, un meme stock, un peu à l'image de GameStop aux États-Unis, où finalement les gens s'attaquaient à lui parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs liées à leur business sur Internet, mais aussi parce que finalement il y avait beaucoup de shorts dans le marché et qu'on essayait un petit peu de développer le même problème, la même thématique du short covering qu'on avait essayé de développer, que les Américains ont réussi à faire sur GameStop, sur AMC, sur Bed Bath & Beyond ces derniers mois. On a vu ces derniers jours que le côté meme stock reprenait un petit peu de la vigueur. On a vu sur des boîtes comme GameStop, on en a parlé dans le Morning Bull Live. Et aujourd'hui, eh bien, Tsu Rosé s'est fait littéralement démonter ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que finalement, les chiffres n'étaient pas aussi bons que ce qu'on attendait. Assez grosse déception, j'ai envie de dire, sur les publications des résultats trimestriels, qui étaient vraiment pas terribles, bien en dessous des attentes. Donc le titre a dévissé jeudi de 10%, mais ce qui était assez intéressant à voir, et c'est là que vous allez voir sur le graphique, c'est que finalement, le titre a dévissé de 10% le jeudi, mais mercredi, avant les résultats, le titre avait déjà perdu 10%. Alors on dira oui, les gens ils ont anticipé, ils ont pris les profits parce que le titre était un petit peu monté avant, peu importe, ou ils ne voulaient pas prendre de risques sur les résultats, peu importe les excuses, mais je trouve quand même assez génial que la veille des résultats, vous avez un titre qui décroche de 10% et qui publie des résultats pourris le lendemain matin et qui redécroche de 10%. Alors je ne vais pas dire qu'il y a des gens qui savaient, on va dire qu'il y avait certainement des gens qui étaient un tout petit peu mieux informés que les autres. On dit toujours, en finance, le gros principe de la finance, c'est qu'on est tous égaux. Il y a simplement des gens qui sont plus égaux que les autres, et ce qui fait que finalement, ils sont un tout petit peu mieux informés et on voit le résultat, la chance de pouvoir vendre 10% plus haut avant que les chiffres publiés soient mauvais. On regarde rapidement le chart de Tsu Rosé. Alors si on prend le graphique de la pharmacie online, vous voyez dans toute la période fin 2020, début 2021, quand il y a eu cette espèce de folie sur des boîtes comme GameStop, eh bien là on a eu cette accélération, ces short covering massifs qui ont fait monter Tsu Rosé de 280 francs à 513 francs au plus haut quasiment. Et puis depuis, petite baisse, momentanée, plus rien grand chose derrière. Et puis derrière, c'est la Bérésina pour l'instant. Donc mauvais résultat. Et comme vous le voyez, je vous disais ça, quand on regarde la configuration du graphique, ici vous voyez donc le gros trait rouge ici, le premier trait rouge, eh bien c'est mercredi et ça c'est la journée de jeudi. Donc vous avez les résultats qui sont publiés juste entre deux, résultats dégueulasses. Et le titre décroche déjà 10% le premier jour et re-10% le deuxième jour. Donc le titre frise les 112 francs. D'un point de vue purement technique,
C'est vraiment le principe du never catch a falling knife. On rattrape jamais un couteau qui tombe. Et vous voyez que Tsu est littéralement en train de se faire massacrer. Ce qui me fait un peu peur, c'est que probablement dans les jours qui viennent, il va y avoir des downgrades encore sur le titre, puisqu'on a entendu qu'il y avait pas mal de brokers qui étaient quand même pas mal déçus par rapport aux chiffres qui ont été publiés ces derniers temps. Donc j'imagine que maintenant, le temps qu'ils fassent leurs calculs, jeudi mauvais chiffre, vendredi premier downgrade, lundi et mardi prochain, rebelote, redowngrade encore. Donc je pense que ceux qui ont été un peu plus égaux à 140 et qui ont réussi à en vendre un petit peu à la baisse, ou en tout cas liquider leur position, eh bien ils doivent être plutôt contents ce matin. Et j'ai l'impression que malheureusement, ça pourrait durer encore un peu. J'ai commencé ce Swiss Bliss à la fin de l'année dernière, donc ça fait 3 mois, grosso modo. Je n'ai pas compté à combien on en était pour l'instant, mais il y a un truc qui a une constante dans tout ça, c'est le Crédit Suisse. Je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on vienne parler du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, le Crédit Suisse, le Crédit Suisse. À chaque fois, ils nous en font une. C'est rarement pour dire des bonnes nouvelles, hein. Je suis désolé, j'ai vraiment rien contre le Crédit Suisse. Moi, j'ai été formé à l'UBS, alors forcément, j'ai une petite déformation professionnelle où je me dis, ouais, mais bon, je préfère quand même l'UBS. Mais le Crédit Suisse, ils ont cette capacité de... On ne se lâche jamais, il y a toujours un truc dans lequel on peut discuter. Alors aujourd'hui, la nouvelle de la semaine sur le Crédit Suisse, c'est pas Greens Hill, c'est pas Archegos, c'est pas Archegos, pardon. Eh bien, c'est simplement une histoire qui date de 2011, puisqu'ils ont un procès qu'on leur a collé aux fesses sur une de leurs divisions assurance aux Bahamas, sauf erreur. Et c'est par rapport à une histoire d'un ancien Premier ministre géorgien qui avait de l'argent qui avait de l'argent déposé dans la banque à l'époque. Et puis, à cette époque-là, eh bien, un des conseillers qui s'occupait de son compte s'était allègrement servi, entre guillemets, dans la caisse. Enfin bref, je vous passe les détails. Toujours est-il que ça est en train de coûter un demi-milliard au Crédit Suisse. Apparemment, c'est pas encore terminé, mais apparemment, ça va encore leur coûter un demi-milliard. Alors, ce qui est assez génial avec le Crédit Suisse aujourd'hui, c'est que quoi qu'il y arrive maintenant, même si vous annoncez que demain, ils doivent payer 1 milliard d'amende, ça ne fait plus rien au Crédit Suisse. On a tellement l'habitude qu'il y ait des gonfles, ils ont tellement provisionné pour les pertes qu'ils vont devoir payer, que finalement, quand l'annonce a été faite jeudi ou mercredi soir par rapport à cette problématique de perte d'amende supplémentaire de 500 millions de dollars, eh bien finalement, le titre a à peine baissé à l'ouverture pour finalement repasser en terrain positif. Donc, toujours la même chose, le Crédit Suisse, graphiquement, j'aimerais bien vous montrer le graphique, mais ça ressemble vraiment pas à grand-chose. Pour l'instant, on a rebondi par rapport au plus bas, et puis là, on souffre, on n'arrive pas à remonter. Mais chaque fois qu'il essaie de remonter, on a l'impression qu'il y a un mec qui est au bord de l'eau avec une batte de baseball, puis dès que le mec il met la tête dehors de l'eau, bam, on lui renvoie une couche sur la tête pour le remettre au fond du lac. Donc de toute façon, ça reste un problème Crédit Suisse. Le chart n'est pas terrible, mais on a l'air en tout cas pour l'instant d'avoir fait un bottom. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence d'y revenir, mais je vais le suivre attentivement parce que je pense qu'à un moment donné, quand on va revenir de nouveau sur les niveaux de support, parce qu'on vient toujours sur les niveaux de support, peut-être que là, il faudra essayer de remettre les mains dedans et essayer de rejouer encore une fois le mouvement. Un jour, elle va inévitablement finir par repartir. Ou alors elle va se faire bouffer par l'UBS. Toujours au chapitre des résultats, on a eu les résultats de Partners Group en début de semaine, mardi. Alors très très bons résultats, augmentation des assets sous gestion, augmentation des commissions, plutôt des commentaires positifs au début à la publication des résultats de la part de certains brokers. Et puis après, 2-3 downgrades quand même, et puis 2-3 messages de déception parce qu'on n'est pas très très satisfait, et puis que ça aurait pu faire mieux. Mais globalement, c'était mieux que les attentes. Alors c'est toujours un petit peu cette interprétation qui est assez phénoménale. Et finalement, au niveau des chiffres, c'est que vous avez des sociétés qui font des résultats mieux que les attentes, mais comme les banquiers, les analystes, ils attendaient quand même mieux que ce qu'ils attendaient mieux, eh ben, ils sont quand même déçus parce que c'est pas assez mieux, ça aurait été mieux, c'était mieux que mieux. Donc du coup, finalement, le titre a été vendu depuis l'annonce des résultats. Donc ça fait mercredi, jeudi de baisse et tout le monde se débarrasse de Partners Group parce qu'on n'en veut plus pour l'instant. Alors on dit prise de profit. Alors c'est vrai que par rapport au fond du trou du SMI l'autre jour, avec ce rebond qui s'est développé dans les marchés, eh bien Partners Group a fini par remonter et on peut dire ouais alors avant les résultats je prends les profits. Mais là aussi on voit que les gens étaient quand même bien informés parce qu'on a commencé à voir les premières ventes arriver juste avant les résultats. Donc voilà, prise de profit sur Partners Group, downgrade en fin de semaine également, je crois que c'est Fontobel qui est venu rabaisser le price target sur Partners Group tout en restant plutôt à l'achat sur le titre. Alors vous le voyez sur le graphique, hein, on a eu quelques jours assez spectaculaires puisqu'on est passé quand même, si on prend les plus bas de l'autre jour du début mars, à 1040, on est quand même remonté pratiquement jusqu'à 1250 au plus haut, juste la veille des résultats. Et puis finalement, un gros dégonflement. Sur la journée des résultats, ce qu'il faut signaler, c'est celle-ci, hein, cette espèce de
de reversal qu'on a ici. Vous savez, c'est ce petit candlestick qui ressemble à une croix. Sur ce petit candlestick qui ressemble à une croix, donc c'était la journée des résultats et depuis donc prise de profit et le titre ne se fait que démonter. Alors aujourd'hui, c'est surtout, jeudi dernier, hier, c'était surtout une question de downgrade, mais globalement, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on arrive quand même à des niveaux qui sont relativement corrects. Quand on regarde un petit peu les commentaires des analystes, eh bien, les gens sont relativement constructifs pour l'avenir. Moins optimistes qu'il y a quelques semaines, mais quand même constructifs. Petit détour par un titre dont on parle peu ou assez rarement, une chimique suisse, Clariant. Alors perso, moi j'ai des très mauvais souvenirs avec ce titre parce que j'ai toujours été assez spécialiste pour être à l'envers sur ce titre-là. Short quand ça montait et long quand ça baissait. Et donc là aujourd'hui, c'est en milieu de semaine, c'est Goldman Sachs qui est venu upgrader Clariant et qui l'a mis sur buy. Alors il y a un petit frisson à la hausse sur le titre. Mais pour l'instant, depuis que l'upgrade a été annoncé, eh bien finalement plus grand chose ne se passe sur Clariant. On voit le chart ici à l'écran. On voit que le graphique a bien remonté ces derniers jours, mais franchement, c'est pas l'euphorie pour l'instant d'un point de vue technique. J'ai envie de vous dire que je serais plutôt vendeur du titre sur les 16,50 pour essayer de jouer à un repli, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais en tout cas en direction des 14,5. Peut-être pas au niveau du point bas, mais en tout cas à mi-chemin. On pourrait faire un petit retracement ces prochains jours, surtout qu'on sent que les marchés sont quand même un petit peu fatigués. Vous voyez ici pour l'instant les stochastiques avec une clôture en baisse en fin de semaine. Je ne serais pas étonné que la semaine prochaine on a une petite accélération baissière en direction la moitié de ce rebond autour des 15, 30, 35. Allez, on pourrait jouer, mais là ça fait vraiment pas grand chose à faire, à jouer. Mais c'est vrai qu'après l'upgrade de Goldman Sachs, on peut jouer sur faiblesse, essayer de venir la repêcher si jamais. Mais pour l'instant, franchement, il n'y a pas de quoi s'exciter sur Clariant. Je ne veux pas vous ennuyer avec des actions qui ne sont pas les plus sexy qu'on va trouver en ce moment sur le marché, mais je vais conclure ce Swiss Bliss avec un tour d'horizon sur, pour moi, les titres qui sont relativement importants à surveiller parce que c'est eux qui font bouger le SMI et c'est eux, sans eux, on ne fera pas grand-chose. On va commencer comme d'habitude avec le chocolat, avec Nestlé. Alors, ce qu'il faut retenir chez Nestlé, c'est que pour l'instant, le graphique, c'est un beau bordel. Il n'y a pas d'autre terme pour l'instant. C'est un beau bordel, mais il faut aussi dire que Nestlé a eu des résultats qui n'ont pas satisfait globalement le marché, qui n'étaient pas mauvais, mais qui ne sont pas non plus hyper sexy. Et puis aujourd'hui, on nous parle beaucoup du fait que Nestlé est en phase de, pas de correction, mais ils sont en phase de retrait par rapport à la thématique de la Russie, puisque eux aussi ont commencé à réduire leurs opérations en Russie. Donc on a toujours cet espoir. J'avais tiré cette espèce de coupole à l'époque là, qui laissait supposer qu'à un moment donné, on allait pouvoir repartir. Pour être honnête avec vous, j'aimerais vraiment qu'on remonte au-dessus des 120 sur Nestlé. Si c'était le cas, d'abord la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à repasser en dessous de la moyenne mobile des 200 jours, que pour l'instant, la dead cross ne s'est pas vraiment confirmée. Elle risque bien de se faire quand même, mais si on arrivait à repasser par-dessus, on pourrait se retrouver de nouveau dans le canal haussier, puis pouvoir se dire que peut-être que si les choses se calmaient, eh bien Nestlé pourrait repartir en direction du plus haut de tous les temps, ce qui n'est pas si loin, puisqu'aujourd'hui on est à 120 et qu'on a un record historique à 130 francs suisses. Donc à surveiller attentivement. Pour l'instant, Nestlé est un peu en phase d'attente, un peu à l'image d'autres titres, comme par exemple notre ami Le Bon Rush. Le Bon Rush, alors je dois vous dire que quand j'ai préparé ce Swiss Bliss il y a quelques jours, eh bien, en voyant le graphique du Bon Rush, je me suis dit, oulala, celui-ci, il va nous faire un reversal et va revenir se chercher la moyenne mobile des 50 jours et il faudra essayer de le choper sur les 350. Désolé, au contraire, il ne fait que d'accélérer. Jeudi après-midi encore, il tirait en direction des 372, 373 francs suisses. Pour l'instant, c'est plutôt un nouveau trend dossier qui est en train de se déterminer sur le Bon Rush, comme on le voit ici. Alors bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux encore et puis c'est un peu trop raide à mon goût, mais je pense que globalement, pour l'instant, la vedette de la pharma suisse est en train de repartir à la hausse. Là aussi, en direction des 385, c'est à portée de main. On est à portée de main pour aller chercher ces plus hauts sur ces récents plus hauts sur le Bon Rush. Novartis maintenant, là aussi, je suis plutôt content. Le rebond a été vraiment spectaculaire. On était cherché. C'est presque un cas d'école. Novartis, on dit toujours, c'est pas le titre le plus passionnant du SMI. On dit toujours qu'il se traite dans un range. Moi, je l'ai répété moult et moult fois depuis que je fais ces émissions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un range. Et on voit très bien que sur les bas de ce range, alors,
les octobre 2020 à 70 balles, c'était vraiment, vraiment exagéré. Je parle même pas de l'exagération du Covid. Mais là, on voit qu'on est en train de faire quelque part, on va dire régulièrement, des new highs dans une espèce de trend aussi extrêmement long terme. Enfin, moi, je suis convaincu que Novartis va aller à 86 francs suisses. Alors, pour l'instant, on est revenu dans ce triangle ascendant. Si on continue ce comportement, alors là, clairement, on va y aller assez rapidement. Et je serais pas loin de dire que d'ici, mi-mai 2022, si tout va bien et si Poutine ne disjoncte pas complètement, il y a encore un potentiel de hausse sur Novartis. Je termine avec une action que j'aime beaucoup et qui a été très difficile à traiter cette année, c'est Temenos. Temenos, globalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, eux, ils se sont principalement distingués il y a quelques mois parce qu'il y avait des rumeurs de takeover. On était à 140 francs suisses à l'époque. Aujourd'hui, elle est redescendue au plus bas, quasiment à 70 francs. Et on voit que depuis quelques temps, il y a un rebond assez dynamique qui est en train de se créer. Et si on regarde le graphique, eh bien, on voit qu'on arrive à des niveaux où finalement, c'était des niveaux de cassure. Donc, ces niveaux de support dans la zone des 100 balles. On revient de très très loin puisque les plus bas étaient à 72 ici. Et là, on a repris quasiment 30 francs depuis les plus bas. Et on est en train de tester les 98 francs. Il faudrait qu'on les casse. Et si on les casse, eh bien, ce serait plutôt encourageant pour revenir dans cette grande tendance de base latérale où on est et qui est, à mon avis, quelque part un niveau qui est un petit peu plus juste pour Temenos. Ils ont annoncé la signature d'un contrat avec une banque cette semaine, donc ça c'est plutôt encourageant. Donc je pense qu'il faut garder un œil sur cette boîte parce que souvenez-vous que dans cette période ici, on parlait de rachat et pour l'instant, depuis plus rien ne s'est produit. Donc il va falloir quand même se poser des questions sur la suite parce que ce fonds-là n'a pas complètement disparu de la circulation. Et qui sait, puisque finalement on rentre dans une thématique où les financières devraient vivre un petit peu mieux pour des raisons principalement de taux d'intérêt. Donc si les financières vivent un petit peu mieux, eh bien il y a une certaine logique avec laquelle il se pourrait que finalement ils viennent commencer à réinvestir et utiliser des softwares comme Temenos. C'est un petit peu tiré par les cheveux comme stratégie, mais en gros on revient sur une 98. Si on revient s'établir au-dessus des 100, peut-être qu'on va en reparler un petit peu plus attentivement. Donc, à suivre prochainement. Je pense clairement que les 72 dans la catastrophe ukrainienne, c'était une exagération, même s'ils ont quelques relations avec l'Ukraine. Je pense que globalement, pour l'instant, on a largement exagéré et qu'il y a peut-être un potentiel de reconstruction à envisager ces prochains temps. Mais là, encore une fois, n'oubliez pas que tout ce que je dis, tout le positivisme que j'ai envie d'insuffler dans cette chronique, c'est aussi en espérant que les choses se calment de l'autre côté, parce que sans ça, on va avoir de la peine, encore une fois, à se concentrer uniquement sur des sociétés comme ça pour l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je pouvais raconter sur le marché suisse cette semaine. C'était une petite semaine relativement calme en termes de micro. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, et puis je vous remercie d'être là tout simplement, parce que sans vous, eh bien, je ne m'amuserais pas autant à faire ces vidéos sur les marchés, autant le Morning Bull que le Swiss Bliss. Et puis, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swiss Code Suisse si ce n'est pas encore fait. Et puis, surtout, je vous retrouve avec un immense plaisir vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss, bien sûr. Et puis, dès lundi matin, pour un nouveau Morning Bull Live et une nouvelle semaine de marché en direction du 1er avril, sans plaisanter. Passez une très bonne journée et puis surtout un excellent week-end. Profitez bien. Apparemment, le printemps est définitivement installé. Alors, profitez du soleil, profitez des peut-être premiers barbecues et puis on se voit lundi matin à la première heure. Bye bye!